venir. Ah, ça y est, c'est bien. Parfait, merci madame, c'est parfait. Bien, monsieur Ray, bonjour et bienvenue dans cette mission d'information. Donc, je suis Roger Chudeau, je préside cette mission. Madame Céline Calvez sera le rapporteur de la mission. Donc, je rappelle un peu le contexte. La mission d'information a pour objet la création, la diffusion et l'acquisition des connaissances. Comment l'intelligence artificielle transforme notre éducation et notre culture. Ce que nous voulons réaliser dans cette mission d'information de 6 mois, c'est au fond une sorte d'état de l'art et sur la question des conséquences qu'a l'irruption de l'IA dans les domaines de l'enseignement scolaire supérieur, la recherche et la culture, notamment, sous tous ces aspects. C'est très vaste. Donc, pour que vous sachiez bien comment ça fonctionne, Madame Calvez est rapporteure, c'est elle qui rédigera le rapport. Ce rapport sera présenté à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. S'il est adopté, il sera publié. Voici le contexte, si vous voulez. Donc, merci encore d'être parmi nous aujourd'hui. Je vais, pour lancer les débats qu'animera Madame Calvez, pour l'essentiel, je vais poser une question générale. Un certain nombre de philosophes, dont vous-même d'ailleurs, je pense, considèrent que l'IA générative et ses développements, qui sont extrêmement rapides, représentent beaucoup plus qu'un nouvel outil à la disposition de l'humanité, que cela introduit probablement une rupture anthropologique. Partagez-vous ce point de vue? Et si oui, pour quelles raisons? Alors, vous avez un propos liminaire d'à peu près 10 minutes, à peu près 10 minutes. Et puis ensuite, les questions vous seront posées par Mme Calvez et moi-même et les députés qui voudront bien éventuellement nous rejoindre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur le député. Merci pour cette invitation. Donc, pour préparer cette audition, un questionnaire m'a été envoyé et donc je l'ai travaillé ces derniers jours. Pour répondre à votre première question, je dirais que l'émergence de l'intelligence artificielle générative doit être considérée à la fois comme un tournant et comme la prolongation de la dynamique technologique à l'œuvre depuis 2 siècles. Les outils, si on réfléchit à long terme, ont d'abord été des prolongements du corps, puis assez récemment, il y a 2 siècles ou 2 ou 3 siècles, est apparue la machine qui a rompu le lien direct entre le corps et ce qui est obtenu et qui a marginalisé le rôle du corps dans le processus de production. L'intelligence artificielle a commencé par constituer un auxiliaire pour la pensée, mais avec ses développements récents, elle tend à devenir ce qu'est la machine à l'outil, non plus un appendice qui prolonge les facultés de la pensée, mais une puissance autonome. Et de même que la machine, par sa puissance, peut humilier les capacités corporelles, l'intelligence artificielle peut en venir, par sa puissance propre, à humilier la pensée humaine. Plus précisément, à engager la pensée humaine pour un nombre toujours croissant de tâches, y compris par paresse ou facilité, pour des tâches que nous serions tout à fait à même de réaliser sans elle, à s'en remettre à elle. Et la menace qu'elle porte est celle d'une involution. L'intelligence humaine en vient à élaborer, avec l'intelligence artificielle générative, un instrument qui, en la dispensant dans bien des cas de continuer à s'exercer, la fait régresser. J'aime bien citer à cet égard une phrase de Louis Aragon à la fin des années 60 qui avait parfaitement anticipé le processus. Je le cite. Ici, le progrès réside moins dans l'habileté du robot que dans la démission de celui qui s'en sert. Mais ce progrès qui me prive d'une fonction, peu à peu m'amène à en perdre l'organe. Plus l'ingéniosité de l'homme sera grande, plus l'homme sera démuni des outils physiologiques de l'ingéniosité. Ces esclaves de fers et de fils atteindront une perfection que l'homme de chair n'a jamais connue, tandis que celui-ci progressivement retournera vers l'amibe. Fin de citation. On a une forme d'extériorisation de l'ingéniosité humaine qui risque de faire dégénérer, comme le dit bien Aragon, notre ingéniosité native. Alors, est-ce qu'on peut considérer les intelligences artificielles comme des formes d'intelligence ?
Tout dépend de ce que l'on appelle intelligence. Jusqu'à une date récente, la référence en matière d'intelligence était l'intelligence humaine. Il y avait presque une redondance entre dire intelligence et intelligence humaine. C'est lorsqu'est apparue la conviction que les différentes performances de l'intelligence humaine pourraient être simulées par des machines qu'on s'est mis à parler d'intelligence artificielle, puisque pour la première fois, des machines étaient capables de réaliser des performances dont seuls auparavant les êtres humains étaient capables. Et puis au cours des dernières décennies, la référence humaine s'est estompée et désormais on parle d'agents intelligents à propos de tout système naturel ou artificiel qui interagit avec son environnement, en tire des informations qu'il utilise de façon à maximiser ses chances de succès dans les buts qu'il poursuit ou qui lui sont assignés. Donc à ce moment-là, l'intelligence a pris un sens beaucoup plus général. L'amibe a son intelligence, les fourmis ont leur intelligence, les fourmilières, les humains, les nations, les entreprises, enfin à peu près n'importe quoi peut avoir de l'intelligence. Et désormais, donc, de nombreuses machines aussi. Et dans ce cadre, l'intelligence artificielle se trouve émancipée du modèle humain dont elle tira naguère son nom. D'un côté, les intelligences artificielles se révèlent aujourd'hui capables de certaines performances inaccessibles à l'humain. D'un autre côté, nombre de compétences humaines demeurent hors d'atteinte pour les machines et les dites intelligences artificielles réalisent leurs performances, et là c'est une grande différence avec ce qui se passe pour l'humain, sans en passer par ce qui nous semble constituer un critère décisif de l'intelligence, à savoir la compréhension. Et pour bien faire saisir ce point, je vais donner un exemple. Il y a 2 ans, le mathématicien Jean-François Colonna, à l'École polytechnique, a eu l'idée d'interroger ChatGPT sur certains énoncés mathématiques. Après avoir obtenu des énoncés corrects des grands et petits théorèmes de Fermat, énoncés au XVIIe siècle, il a eu l'idée de demander à ChatGPT quel était le moyen théorème de Fermat. L'agent conversationnel, au lieu de répondre qu'il y a bien un grand théorème de Fermat, un petit théorème de Fermat, mais qu'il n'existe pas de moyen théorème de Fermat, s'est mis à inventer des énoncés tous plus fantaisistes les uns que les autres, dont celui-ci, que je cite, « Si A et B sont 2 nombres entiers consécutifs, alors il existe au moins un nombre premier P tel que A plus petit que B plus petit que P, strictement plus petit que P, strictement plus petit que B. » C'est-à-dire, entre 2 nombres entiers consécutifs, on peut toujours intercaler un nombre premier. Bon, c'est un énoncé qui est complètement absurde et qui montre que la machine n'a aucune compréhension de ce qu'est un nombre, puisqu'un enfant de l'école primaire qui a compris ce que c'est que 2 nombres consécutifs sait que, par définition, on ne peut pas mettre de nombre entre les deux. Alors, bien entendu, une erreur aussi grossière peut être corrigée, mais pas ce qu'elle révèle, à savoir que la machine va de la question qu'on lui pose à la réponse qu'elle donne, sans en passer par la compréhension. Je pourrais multiplier les exemples. Mon petit garçon de 2 ans, après avoir vu 2 chats dans sa vie, sait reconnaître les chats, alors qu'une machine a besoin qu'on lui montre des centaines de milliers d'images de chats pour être capable, plus ou moins, d'identifier un chat. Et donc, en fait, vous voyez que l'intelligence artificielle peut simuler un certain nombre de compétences humaines, mais les moyens qu'elle utilise pour le faire sont tout à fait différents. Et d'un point de vue humain, on pourrait dire que ça se fait sans intelligence. Alors, notre position à l'égard de cette intelligence artificielle est nécessairement équivoque, puisque d'un côté, s'en remettre à elle accroît encore un peu plus notre assujettissement à la technologie, mais d'un autre côté, il faut reconnaître aussi qu'elle nous offre un moyen de nous frayer un chemin dans un monde qui est devenu largement technologique. Au biotope naturel, c'est substitué pour les habitants des grandes villes que beaucoup d'entre nous sommes à une sorte de technotope qui prend de court nos facultés naturelles. L'intelligence artificielle offre aussi au pouvoir public des moyens d'organisation et de gestion d'un monde devenu trop complexe pour que l'intelligence humaine puisse s'y retrouver. Donc tel est un grand dilemme aujourd'hui, ou bien chercher à s'adapter au mieux au monde tel qu'il est,
et à ce moment-là, on a besoin absolument d'intelligence artificielle, ou bien chercher à ne pas dépendre trop étroitement de dispositifs qui échappent à notre contrôle et qui, s'ils viennent à faire défaut, nous laisseront complètement démunis. Voilà. Sur le plan économique, je peux faire une comparaison. On peut chercher l'efficacité maximale en étendant les chaînes de valeur à la terre entière. On peut rechercher également une certaine autonomie, une certaine souveraineté qui s'avère vitale en cas de crise. L'épisode Covid était un très bon exemple de ce point de vue-là, qui a montré les vulnérabilités induites par le fait de chaînes de valeur étendues à la terre entière au moment où les communications ne fonctionnent plus. Je donne un autre exemple. La Suède est un des pays du monde où l'argent physique a le plus régressé, mais la tension croissante avec la Russie a augmenté le risque d'une cyberattaque qui paralyserait les systèmes de paiement numérique. C'est bien que le gouvernement suédois a demandé à ses citoyens de toujours garder chez eux quelques centaines d'euros en billets pour être en mesure de traverser une crise de cet ordre. Parce que sinon, une cyberattaque qui paralyserait le système bancaire, eh bien, paralyse absolument tous les échanges dans le pays. En règle générale, la technologie augmente à la fois la puissance et la vulnérabilité. Par ailleurs, si je veux développer sur les risques posés par l'intelligence artificielle, je dirais ceci. Michel Serres s'émerveillait du fait que lorsqu'un vers de l'Énéide lui revenait en tête, la localisation exacte de ce vers dans l'œuvre, qui naguère aurait réclamé une longue recherche, voire une journée entière à la bibliothèque, était donnée quasiment instantanément par Google. Ce qui semblait échapper à Michel Serres, c'est que son goût pour Virgile s'était formé dans une jeunesse sans smartphone et que l'usage qu'il faisait de Google pour retrouver un vers de l'Énéide demeurerait toujours étranger à quelqu'un ayant grandi en symbiose avec des applications mobiles, TikTok et maintenant l'agent conversationnel GPT. Ça n'est jamais en conversant avec l'agent conversationnel GPT qu'on apprendra le latin. Internet et l'intelligence artificielle ont tendance à enrichir les riches en bagages culturels et à appauvrir les pauvres. Et ont aussi tendance à fabriquer des générations de pauvres, quelles que soient leurs origines, trop dépendantes qu'elles sont de leurs prothèses cognitives pour en faire un usage intelligent. Alors, à l'inverse, il faut aussi reconnaître que se couper de l'intelligence artificielle pourrait être très dangereux. Par rapport à la technique qui est aussi vieille que l'humanité, je réserve le terme de technologie à une nouvelle classe de techniques apparue récemment dans l'histoire, des techniques qui ne pourraient être conçues et mises au point sans les sciences mathématiques de la nature. La technologie, c'est de la technique qui a besoin d'équations mathématiques. Depuis le XIXe siècle, la technologie est devenue la principale source de puissance. Et je suis tombé un jour sur ces propos d'un Chinois que l'hostilité de l'impératrice Cixi avait forcé à l'exil en Australie. Nous sommes en l'an 1900 et ce Chinois écrit ceci à un ami resté au pays. « Les merveilles de ce pays et des nations occidentales nous sont pour la plupart inconnues et nous paraissent incroyables. Toutes ces merveilles rendent-elles les gens plus heureux ? Il est difficile de répondre à pareille question. Ce qui est certain, c'est que le genre humain progresse dans la connaissance et que ceux qui ne suivent pas le rythme des nations les plus avancées se retrouvent victimes de ces nations comme nous l'avons été. Qu'est-ce que le bonheur ? En tout cas, ce n'est pas le bonheur d'être soumis à la volonté d'étrangers et spolié de son territoire. Pour être heureux, il faut être fort. Pour être fort, il faut disposer de richesses. Avec des richesses, il est possible de s'armer afin de se défendre et d'être respecté. C'est pourquoi nous devons recourir aux moyens occidentaux, aux machines et à la science qui produisent les richesses et donnent du pouvoir. » Fin de citation. C'est écrit en 1900 par un Chinois. Et on ne peut pas comprendre la frénésie avec laquelle les Chinois se sont lancés dans la course technologique après la Seconde Guerre mondiale, sans la volonté de revanche sur ce qui passe en Chine pour être le siècle de l'humiliation entre le début de la première guerre de l'opium en 1839 et les lendemains de la Seconde Guerre mondiale.
Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle est une pointe avancée de la technologie. Qui ne la maîtrise pas s'expose à un sort comparable à ceux que connurent les contrées qui, au XIXe siècle, n'avaient que des sabres et des arcs à opposer aux fusils et aux canons sortis des aciéries industrielles. Et on retrouve toujours le même dilemme entre la puissance immédiate, qui nécessite la maîtrise technologique, et la robustesse à long terme, qui nous met à merci de situations où la technologie nous ferait défaut. Alors, pour ce qui est d'une question qui m'intéresse au premier chef, c'est-à-dire l'intelligence artificielle dans l'éducation, dans le questionnaire qui m'a été envoyé sont cités les propos de Madame Audrey Azoulay, qui dit en particulier « L'IA offre des opportunités majeures pour l'éducation à condition que son déploiement à l'école soit guidé par des principes éthiques clairs. » Alors, je ne peux que répéter ici ce que j'ai dit sur la technologie qui enrichit les riches et qui appauvrit les pauvres. L'usage qui sera fait de l'intelligence artificielle sera d'autant plus intelligent que l'intelligence aura été éduquée sans elle. Sinon, on fabrique des infirmes. Par ailleurs, quand on se met à invoquer des principes éthiques clairs, c'est invariablement pour justifier une iniquité. Plus tard sont cités les propos de M. Émeric Roucher, ingénieur en IA, qui considère que l'IA permettrait de nous décharger du besoin de connaissances académiques. La priorité pour les étudiants ne sera donc plus d'accumuler les connaissances, mais de faire preuve de créativité et d'adaptabilité. Et en particulier, M. Roucher considère que l'accent sera moins mis sur le par cœur. Alors j'avoue ne pas savoir ce qui permet à M. Roucher d'affirmer que la priorité dans l'enseignement d'aujourd'hui est d'accumuler des connaissances et d'exiger le par cœur, puisque cela fait des décennies maintenant que sont en vigueur les dogmes pédagogiques, selon lesquels il ne faut pas apprendre, mais apprendre à apprendre, et qui ont réduit le par cœur à pratiquement rien. En vérité, cette opposition de l'apprendre et de l'apprendre à apprendre est absurde, dans la mesure où il n'y a pas meilleur moyen d'apprendre à apprendre que d'apprendre tout court. Comme on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est également en apprenant qu'on apprend à apprendre. Il ne devrait pas s'agir à l'école d'entendre parler d'un peu tout, mais d'apprendre bien un nombre limité de choses. Aussi apprend-on ce que c'est qu'un vrai savoir, et cela forge le jugement ensuite dans tous les domaines. Michel Serres, que j'ai déjà cité, annonçait la ruine de l'intelligence telle que nous la concevions par le déploiement des nouvelles technologies. Je le cite, « Sur Internet, faut-il encore une tête bien faite? Peut-être surfera mieux pied bien démerdard. » Je lui laisse ces expressions. Voilà la définition de l'intelligence aujourd'hui. C'est un nouveau départ avec des chances également réparties. L'homme se promènera dans le volume de l'information comme il se promène dans les forêts et les montagnes pour explorer le monde physique. Jusqu'ici, le savoir était un lieu d'apprentissage de la déduction, de l'induction, de la mémoire. Il devient aujourd'hui un lieu de promenade. Fin de citation. Le problème est qu'en se promenant dans les savoirs ou bien sont oubliés sitôt que rencontrés, ou bien s'accumulent en tas, au lieu de prendre place dans l'architecture qui leur donne sens. Par ailleurs, ce n'est pas en ayant un pied bien démerdard, pour reprendre l'expression de Serres, que les instruments dont ils s'enchantent peuvent être élaborés, entretenus, améliorés et utilisés de façon féconde. Sans l'apprentissage de la déduction, de l'induction, de la mémoire, que Serres déclare dépassé, tout l'édifice est promu à une ruine très rapide. Utiliser l'intelligence artificielle est une chose, être capable de l'élaborer et de la développer, c'en est une toute autre, et ce n'est précisément pas dans l'usage de l'intelligence artificielle qu'on apprend les principes qui permettront de penser, qui permettront de l'élaborer. Dans son ouvrage intitulé « L'homme démantelé », le jeune Baptiste Detombe a bien exposé la tragédie de nouvelles générations livrées aux ogres numériques. Ces ogres devraient être tenus à distance, et pour cela, l'entreprise doit être collective, sans quoi les personnes qui
s'efforcent de limiter la place prise par les dispositifs numériques peuvent toujours être accusés de prétendre imposer un point de vue personnel. Les parents, par exemple, sans support social, se trouvent démunis. Il appartient à la politique de quitter la simple gestion des affaires courantes pour se préoccuper de questions fondamentales concernant les modes de vie qui s'imposent à tous sans que personne n'ait été consulté. La Chine ou l'Australie sont deux pays très différents, mais qui se rejoignent dans le fait d'avoir pris des mesures en ce sens. L'intelligence artificielle n'a pas à être diabolisée, mais démystifiée, et ce qui permet d'illustrer ses possibilités, ses limites et ses dangers est sans doute, dans le cadre scolaire, bienvenu, mais quant à son usage par les jeunes, pour leur bien propre, il devrait être extrêmement parcimonieux. Alors, dans le questionnaire qui m'a été également adressé, est fait référence à de nouvelles écoles qui se développent aux États-Unis, comme l'Alpha School à Austin, où les élèves consacrent seulement 2 heures par jour aux matières classiques qu'ils étudient avec des logiciels d'intelligence artificielle. Alors, que penser de ce type d'initiative ? Une chose à prendre en compte est l'état extrêmement dégradé de l'enseignement dans les pays occidentaux. Hannah Arendt, qui avait été éduquée en Allemagne, fut atterrée en arrivant aux États-Unis par le faible niveau des écoliers américains. Et dans son texte intitulé « La crise de l'éducation », elle écrit ceci : « La réponse à la question de savoir pourquoi le petit John ne sait pas lire, ou à la question plus large de savoir pourquoi le niveau scolaire de l'école américaine moyenne reste tellement en dessous du niveau moyen actuel de tous les pays d'Europe, cette réponse n'est malheureusement pas que ce pays est jeune et n'a pas encore rattrapé le vieux monde, mais tout au contraire que dans ce domaine, ce pays est le plus avancé et le plus moderne du monde. » Fin de citation. Et depuis 1958, où Arendt rédigeait ce texte, la France s'est considérablement modernisée et l'école française a rattrapé son retard sur l'école américaine. Alors, pour juger d'une initiative comme l'Alpha School, tout dépend du point de comparaison que l'on prend. Dans la situation actuelle, il est fort possible que des écoles de ce genre aient leurs vertus. Je note d'ailleurs dans la réflexion citée d'un élève de cette école ce propos : « On n'est pas freiné par ses camarades ou par ce que le professeur enseigne », fin de citation. Il se trouve que depuis trop longtemps en Occident, et particulièrement en France, l'obsession qui domine la question de l'école est uniquement d'éviter tout échec scolaire. En résulte un abaissement perpétuel du niveau. Il est regrettable qu'il faille aujourd'hui recourir à l'intelligence artificielle pour essayer de le relever un peu, mais encore une fois, dans l'état actuel, je ne peux pas exclure que ce recours puisse, dans certains cas, se révéler, donner de meilleurs résultats que l'école dans l'état où elle est actuellement. Voilà, peut-être que je vais m'arrêter ici et puis... Je vais y arriver. Merci pour ce propos introductif. Je vais laisser la parole maintenant à Madame Calvez, rapporteure de la mission. Merci, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Monsieur Olivieret, pour ces développements ordonnés, clairs sur ces propos sur l'intelligence. Vous avez fait référence à l'éducation qui est au cœur de notre sujet de mission d'information. Vous avez fait la référence entre apprendre à apprendre, que nous étions aujourd'hui déjà assez éloignés de l'apprendre par cœur. Vous avez terminé votre propos sur le progrès, la promesse de progrès possible par l'intelligence artificielle. Quelle réflexion vous avez sur l'individualisation ou la préservation d'un collectif que permettrait cette utilisation de l'intelligence artificielle ? Est-ce que l'on va de plus en plus vers une individualisation de la société que permettrait l'intelligence artificielle, ou au contraire une plus grande collectivisation des connaissances? Je fais référence aussi à ce que vous avez pu un peu plus tôt au niveau de la distinction entre l'interdépendance des nations et puis les souverainetés possibles au niveau économique et technologique. Demain, avec l'IA, sera-t-on plus individualiste
ou plus capables de vivre ensemble? Une des caractéristiques des agents conversationnels est qu'à quelques questions qu'on leur pose, ils ont toujours une réponse à donner, ce qui n'est pas mon cas, et il y a beaucoup de questions à laquelle je me sens bien en peine de répondre. Je pense qu'une chose à laquelle il faut être attentif aussi, c'est que nous avons tendance, et c'est bien normal, à parler de l'intelligence artificielle au singulier, alors qu'en fait, il faudrait plutôt parler d'intelligence artificielle au pluriel, parce qu'à chaque fois, quand on parle d'intelligence artificielle, on fait référence à un certain dispositif technologique, et ces dispositifs technologiques sont extrêmement nombreux, donc il y a énormément de variétés d'intelligence artificielle. Et c'est déjà une des raisons pour lesquelles il est difficile de répondre en général sur la question de l'individualisme ou du commun. On pourrait imaginer que si tout le monde, par exemple, s'adresse pour toute question à une seule sorte d'intelligence artificielle, il va y avoir une certaine homogénéité des réponses, et quand bien même chacun interrogerait l'intelligence artificielle de manière individuelle, il en résulterait une sorte de commun dans la ressemblance de toutes les réponses qui seraient obtenues. Mais une autre possibilité, c'est que différentes intelligences artificielles se développent, et qu'au contraire, on aboutisse à une fragmentation de l'espace commun qui ressemble un peu à ce qui se passe déjà sur Internet, où chacun va choisir ses canaux d'information, les canaux d'information qui correspondent déjà à ses convictions, et que donc à ce moment-là se crée, au lieu d'un espace commun, une juxtaposition non pas d'espace individuel, mais d'espace regroupant des groupes d'individus qui s'homogénéisent par aujourd'hui leur canal d'information, et peut-être demain par le dispositif d'intelligence artificielle auquel ils s'adresseraient. Actuellement, c'est un monde qui est extrêmement mouvant, et donc en fait, je trouve qu'il est assez difficile aujourd'hui de savoir si on se dirige vers une situation de quasi-monopole, ou bien si, comme par exemple Google a pu l'obtenir dans le domaine des moteurs de recherche, ou bien si on se dirige vers un certain nombre d'intelligences artificielles en concurrence les unes avec les autres. ChatGPT a fait beaucoup parler de lui parce qu'il a été un des premiers agents conversationnels assez performants lancés sur le marché, mais il a des concurrents, et je pense qu'il est difficile de savoir ce qu'il en sera dans la suite. Merci beaucoup. Vous avez parlé justement d'Internet et des défis que ça a créé par rapport à l'information, la création de bulles informationnelles. Pour vous, ce que l'on peut constater aujourd'hui, dans quelle mesure ça peut être décuplé? Qu'est-ce qui peut être considéré comme différent avec l'ère des intelligences artificielles par rapport aux défis déjà que l'on constate aujourd'hui sur l'information? J'ajouterais à ça la question de la vérification. Quelle est la possibilité de vérifier les sources dans une multiplication des contenus générés grâce aux IA? Quel est le défi et quels sont, selon vous, les principes à prendre en compte pour que les désordres informationnels actuels ne soient pas plus aggravés par les intelligences artificielles? Actuellement, les intelligences artificielles sont déjà à l'œuvre, et elles ont, dans le domaine informationnel, leur principale utilisation, c'est de sélectionner les informations à envoyer aux personnes selon leurs historiques de navigation, les intérêts qu'elles ont manifestés par le passé, pour leur envoyer ce qui est susceptible
de leur plaire et donc de les conforter dans leurs convictions. Et de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle peut être un monstrueux instrument pour enfermer les personnes dans ce qu'on appelle, oui, aujourd'hui des bulles cognitives. Alors, bien entendu, l'intelligence artificielle pourrait être utilisée pour faire crever ces bulles, en précisément, déconstruisant la manière dont elles ont été élaborées. Bon, cela étant, entre le glaive et le bouclier, je pense que l'utilisation de l'intelligence artificielle risque d'aller beaucoup plus dans le sens de l'exploitation du public que dans celui de son élévation. J'avais noté une phrase de Simone Veil, si je la retrouve, oui voilà, c'est ça. Simone Veil qui disait, d'une manière tout à fait générale, en toute espèce de domaine, il est inévitable que le mal domine partout où la technique se trouve soit entièrement, soit presque entièrement souveraine. Voilà, ça résume ma position sur la question. Marche pas. Bon, je garderai le droit dessus, mais c'est pas normal. Bon, peu importe. Donc, je voudrais revenir à votre propos liminaire. Dans un premier temps, vous citez des auteurs et puis vous exprimez, semble-t-il, la conviction que la technologie poussée à son niveau actuel en arriverait à humilier la pensée. Et dans un second temps, quelques phrases plus tard, avec deux exemples, un tiré des mathématiques et l'autre des chats, n'est-ce pas, vous montrez en fait que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente, puisqu'elle ne comprend pas ce qu'elle fait. Elle ne fait que chercher des milliers ou des millions à une vitesse extraordinaire d'informations pour nous les restituer. Donc finalement, il n'y a pas de problème, puisque l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. Qu'avons-nous à craindre ? Non, mais j'ai dit que l'intelligence artificielle allait de la question à la réponse sans passer par la compréhension, mais cela ne veut pas dire que la réponse qu'elle fournit à un certain type de questions ne soit pas tout à fait satisfaisante. Donc elle peut donner des réponses satisfaisantes sans pour autant être intelligente. Et le risque précisément, c'est que puisqu'elle fait ça si bien et sans qu'on ait à se fatiguer, eh bien, on se confie, y compris pour les tâches que l'on pourrait remplir parfaitement soi-même, à elle, et qu'à ce moment-là, on fasse dégénérer ses propres facultés de ne plus les employer. Bon, voilà. Se développe aussi actuellement quelque chose qui est tout à fait fascinant, qu'un de mes collègues appelle l'agnostic science, la science sans connaissance, et donc je vais donner un exemple. Pour la prédiction des ouragans, qui a quand même de gros enjeux, jusqu'à maintenant, ce que l'on faisait, c'est qu'on se confiait au modèle mathématique que l'on avait des mouvements des masses d'air dans l'atmosphère, et qu'on nourrissait avec les relevés de stations météo, et puis on demandait à un ordinateur de calculer à partir des relevés météo des stations à un certain moment donné, compte tenu des équations qui régissent les mouvements de l'atmosphère, d'essayer de prédire ce qui va se passer. Bon, étant donné que ce système d'équations est ce qu'on appelle en mathématiques un système chaotique, les résultats ne sont pas très bons, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que maintenant que l'on a des décennies d'enregistrement de la situation de l'atmosphère, en fait, maintenant, on a mis ça dans des machines, et les machines sont capables, avec leur capacité de calcul, de repérer des corrélations à travers des milliards et des milliards de données, et finalement de donner des prédictions qui ne sont pas excellentes, mais qui s'avèrent malgré tout meilleures que celles qu'on obtenait auparavant. Mais en fait, dans le modèle
précédents, on comprenait ce que l'on faisait pour obtenir des résultats qui étaient ce qu'ils étaient. Aujourd'hui, en fait, on a un mécanisme où on ne comprend rien de ce qui se passe, mais où on obtient des résultats qui sont un peu meilleurs qu'auparavant. Et là, on a ce paradoxe, vous voyez, d'une science occidentale qui s'était développée pour comprendre le monde et qui, là, au nom de l'efficacité des prédictions, peut complètement laisser tomber la question de comprendre le monde. Tout ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un résultat plus ou moins fiable. Et ça, c'est le modèle de ce qui peut nous arriver, c'est-à-dire que, en fait, les machines, tout en étant non intelligentes, peuvent nous fournir des résultats qui nous dissuadent de nous faire fonctionner notre intelligence pour les obtenir. Merci beaucoup. Quand on parle de connaissances, j'aimerais qu'on puisse se dire que les connaissances sont une manière d'alimenter les modèles d'IA, mais les modèles d'IA aussi pourraient nous conduire à produire de la connaissance. On a dans le domaine culturel des questions sur l'utilisation en amont d'œuvres, de connaissances qui sont parfois utilisées sans autorisation, sans rémunération, et qui aboutissent à ce que l'on puisse entraîner les modèles d'IA. Et ces modèles d'IA permettent parfois à chacun d'entre nous de devenir un créateur en l'espace de quelques minutes d'utilisation. On peut aboutir à la création d'une vidéo, à la création d'une chanson, à la création d'un texte. Comment voyez-vous le parallèle entre l'utilisation des connaissances en amont et la validité des connaissances qui sont issues de notre utilisation des intelligences artificielles? Je vais retrouver aussi un propos de Peggy en 1907 qui écrivait ceci. En réalité, avec un aplomb imperturbable, et qui est peut-être sa seule invention et tout ce qu'il y a de lui dans l'ensemble du mouvement, le monde moderne vit presque entièrement sur les humanités passées qu'il méprise et feint d'ignorer, dont il ignore très réellement les réalités essentielles, dont il n'ignore point les commodités, usages, abus et autres utilisations. La seule fidélité du monde moderne, c'est la fidélité du parasitisme. Fin de citation. Alors on peut discuter, c'est du Peggy, on peut discuter pareille affirmation, mais le moins qu'on puisse dire est que l'intelligence artificielle générative pousse le parasitisme à son comble, elle qui dépend entièrement des contenus créés par des humains avec lesquels on l'a nourrie et entraînée. Et donc on peut s'émerveiller des créations de l'intelligence artificielle, mais on s'émerveille d'autant plus qu'on oublie que pour arriver à ces créations, en fait, elle exploite un fond absolument gigantesque de ce qui a été créé par les humains. Et donc, en fait, on dissimule la source, et puis ensuite, on s'émerveille de ce qui est produit, en oubliant que ça n'est jamais que du réagencement de ce qui avait été produit auparavant. Alors, une question se pose. Si l'intelligence artificielle en vient, au fil de ses développements, à rabougrir les intelligences humaines et à se trouver en situation de quasi-monopole sur la création, elle n'aura plus rien à piller, sinon ses propres productions, et le système périclitera, voire s'effondrera. Et ce que je dis là, c'est déjà des problèmes que rencontrent ceux qui entraînent les intelligences artificielles, c'est trouver un corpus parce que, comme je le disais, les intelligences artificielles, comme elles procèdent essentiellement de façon statistique, pour produire quelque chose de satisfaisant, elles ont besoin d'un champ d'entraînement immense. Et en fait, aujourd'hui, justement, pourquoi il y a des batailles sur ce à quoi on a accès ou pas, c'est parce que ceux qui entraînent ces intelligences artificielles touchent les limites du champ d'entraînement et essayent encore de l'étendre. Mais si on imagine qu'au bout d'un moment, ces intelligences artificielles, encore une fois, en viennent à être la source de la majorité des productions,
eh bien, au bout d'un moment, elles n'auront plus qu'elles-mêmes à copier, et à ce moment-là, le système se boucle sur lui-même et peut devenir très vite sans intérêt. Et donc, en fait, là, nous sommes dans une période où l'intelligence artificielle peut d'autant plus produire des choses intéressantes qu'elle s'appuie sur une production humaine accumulée par les siècles, extrêmement grande, et qu'elle peut exploiter. Mais si l'alimentation se tarit, en fait, les performances de l'intelligence artificielle, de ce point de vue-là, baisseront aussi énormément. Alors là, on a parlé beaucoup de l'intelligence artificielle générale, c'est les agents conversationnels, etc., dont tout un chacun peut faire l'usage dans sa vie. Il faut faire attention aussi au fait que l'intelligence artificielle a des usages tout à fait spécialisés dans certains domaines qui peut, eux, se révéler extrêmement puissants et extrêmement intéressants. Il y a eu un prix Nobel qui a été décerné pour des gens qui ont réussi à comprendre la manière dont se constituaient les différentes protéines, lesquelles pouvaient se constituer et pas d'autres. Et ça aurait été totalement inatteignable sans de l'intelligence artificielle. Mais là, c'est de l'intelligence artificielle dirigée qui est développée véritablement pour résoudre un problème particulier que l'on aurait été absolument incapable de résoudre sans elle. Donc en fait, encore une fois, il n'y a pas l'intelligence artificielle, il y a des intelligences artificielles avec des usages extrêmement divers qui ne posent pas du tout les mêmes problèmes ni les mêmes questions selon les domaines. Merci beaucoup. Alors, vous venez de terminer votre propos justement sur ce que l'intelligence artificielle peut nous permettre d'atteindre dans la connaissance des sciences. Et c'est plutôt positif, on peut s'en réjouir. Si je reviens un petit peu sur votre propos, avec cette soif des modèles d'IA pour des nouveaux contenus, est-ce que demain, on pourrait imaginer que ceux qui développent des modèles d'IA demanderaient à des humains de créer et pourraient même les rémunérer pour pouvoir justement en nourrir? Est-ce que les créateurs d'IA ne sont pas les mécènes pour les artistes de demain? Écoutez, là, vraiment, tout est possible. Je n'en sais rien. Pour l'instant, on est plutôt dans la période du pillage. Il se peut justement que le pillage atteignant ses limites, effectivement, il faudra à nouveau faire appel à des humains, et peut-être que c'est dans l'interaction entre des humains et des intelligences artificielles que quelque chose d'intéressant pourrait s'élaborer. Pour ce qui est des productions avec l'intelligence artificielle, il est également très difficile d'en juger de manière générale, parce que vous avez des personnes qui peuvent engendrer des œuvres tout à fait originales à partir de matériaux qu'ils ont obtenus par l'intelligence artificielle. Et puis, à l'opposé, vous avez des gens simplement qui vont faire tourner des intelligences artificielles dont ils vont revendiquer ensuite la production comme étant des œuvres personnelles. Et puis, vous avez tous les intermédiaires. Et c'est pour ça qu'effectivement, pour la question des droits, là, à ce point de vue-là, c'est un casse-tête épouvantable. Parce que de toute façon, tout artiste travaille avec des matériaux. Et on ne demande pas au peintre d'avoir forcément fabriqué toutes ces couleurs. Il a pu aller les acheter chez un marchand de couleurs. Eh bien, en fait, certains matériaux fournis par l'intelligence artificielle peuvent être utilisés aussi par des artistes en tant que matériaux. Et de ce point de vue-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'acte créateur ensuite. Après, dans d'autres cas, ça peut être vraiment simplement une signature qu'on met en bas de quelque chose dans lequel on est très peu intervenu. Donc là, c'est vraiment des casse-têtes juridiques dans lesquels ce serait un cauchemar pour moi d'entrer. Bien, Monsieur Rey, nous allons conclure maintenant cet échange.
Nous allons vous remercier pour la clarté de vos propos. Vous avez bien éclairé la mission. Nous commençons, vous êtes le premier, donc on se rose aussi un petit peu. Hein. Mais c'était tout à fait passionnant, donc merci infiniment. Donc là, nous allons accueillir maintenant Monsieur Éric Sadin, philosophe, qui va prendre le relais. Merci beaucoup. Je peux rajouter quand même encore un tout petit mot en matière d'éducation. On a parlé brièvement de l'initiative Alpha School aux États-Unis. Je pense qu'un des problèmes en Occident en général et en France en particulier, c'est une forme d'uniformité des modèles. Dans l'éducation nationale en France, c'est particulièrement net. Où l'idéal, ce serait que dans toutes les écoles de France, on fasse la même chose au même moment. Enfin, en tout cas, c'était l'idéal de Jules Ferry. Et je pense que, par exemple, vous voyez une initiative comme l'Alpha School, je trouverais ça désastreux que ce soit pris comme modèle pour l'école française. Mais en même temps, je trouverais ça intéressant que certaines écoles en France suivent ce modèle, ce qui permettrait de comparer ensuite les résultats. Et indépendamment de cela, des écoles différentes pourraient développer des talents différents, et cette diversité des talents pourrait profiter à la société entière. Alors que si tout le monde se bat pour imposer à l'école ce qu'il a en tête, finalement, on aboutit souvent à une cote mal taillée qui ne satisfait personne. Et de ce point de vue-là, je serais assez favorable à des essais, à des tentatives de scolarité alternative qui pourraient soit s'imposer parce qu'elles sont meilleures, soit simplement créer une diversité là où il y a trop d'uniformité.